réponds au nom du Père Dieudonné Moussanganya. Je viens souvent en France pour des études, d'abord à l'Institut catholique de Paris, mais récemment à l'Université de Paris-Créteil. Et j'ai eu le bonheur de résider en Seine-et-Marne à la paroisse de Tournai-en-Brie. Et c'est pour les amis, les chrétiens que j'ai rencontrés dans cette paroisse que je vais présenter les projets pastoraux, les projets que j'accompagne ici à travers une organisation dénommée Action solidaire pour le développement intégré. Et alors, ces actions-là se déroulent dans une île qui est toute une commune rurale, comme on peut l'appeler, qui s'appelle Idjouy. Le territoire d'Idjouy a été créé en 1974. Il appartenait dans le temps à la collectivité chefferie de Calais et a donc été créé par ordonnance du président Mobutu pour devenir une commune tout à fait autonome. Cette île-là, elle est limitée au nord par le lac Kivu et la ville de Goma, au sud par le lac Kivu, le Rwanda, mais aussi par le territoire de Kabare, à l'est par le lac Kivu et le Rwanda, à l'ouest par le lac Kivu et le territoire de Kabare et de Calais. Cette île connaît un climat tempéré, doux et humide, avec l'intermittence de deux saisons, à savoir la saison de pluie qui s'étend sur 9 mois environ, de septembre à mai, et la saison sèche qui correspond plus ou moins à la période estivale en Europe, qui prend pratiquement 3 mois ou 4 un peu, de mai à août. Les températures moyennes annuelles oscillent autour de 17 degrés Celsius pendant la période la plus froide et en saison de pluie, et 30 degrés au moment le plus chaud en saison sèche. Au secteur pastoral de Tchassi, le secteur confié au patronage de Saint-Jean-Bosco, là où nous sommes en train de construire une chapelle avec l'aide de toute la paroisse Sainte-Marie Médiatrice de Kachofu et les chrétiens du secteur qui transportent briques, sable, planches, moellons, sable, ciment pour réaliser cette construction que vous voyez. Nous avons déployé beaucoup d'efforts et maintenant, aujourd'hui,
nous avons fait appel à la solidarité de tous les amis pour que nous puissions parachever cette œuvre. Aujourd'hui, nous avons eu l'honneur d'accueillir le curé de la paroisse ici au secteur pastoral de Tchassi et il va nous raconter quelques nouvelles concernant cette chapelle qui se construit dans sa paroisse. Je suis abbé Michel Baharani, curé de la paroisse Sainte Médiatrice de Kachofu, à Idjoué Sud. Je suis responsable de cette paroisse depuis 2019. En fait, la construction de la chapelle de Tchassi, ça a été une préoccupation pour nous parce que nous sommes responsables d'une paroisse subdivisée en 6 secteurs. Il y a le secteur de Bihembe, le secteur de Lemera, le secteur de Kisiza, le secteur de Kabouye et le secteur de Tchassi. C'est là que nous sommes maintenant. Qu'est-ce qui nous a poussé à la construction de cette chapelle? D'abord, elle est très éloignée de la paroisse. Deuxième chose, nous avons connu un accident, un vent violent, le séisme, qui a failli même causer des dégâts matériels, mais aussi des dégâts humains. Cela nous a poussé à réfléchir avec la communauté locale, les chrétiens, dans leur pauvreté. Nous avons pensé d'abord essayer un peu de détruire d'abord la première chapelle qui était déjà vieille. Nous avons rassemblé les briques, nous avons acheté d'autres, nous avons compté sur la bonne volonté des chrétiens pour le transport du sable sur la tête, s'il vous plaît, et même les briques ont été amenées sur la tête. Et nous avons commencé la construction de ce secteur le 15 mars 2021. Nous avons connu le concours de certaines personnes animées de bonne volonté qui nous ont aidés, chacun avec 10 sacs, 5, 3, et les chrétiens étaient toujours présents ici pour accompagner les maçons. Nous allons aussi dire que parmi les maçons que nous avons engagés, la majorité des maçons étaient membres de notre église, ce qui fait qu'ils n'ont pas exagéré sur la prise en charge concernant la main d'œuvre. Ils ont vraiment réduit au moins à 10% ou à 20% pour qu'ils nous aident à réaliser cette œuvre que vous voyez aujourd'hui. Nous continuons à tendre la main parce que la construction continue. Nous avons réussi à sensibiliser les chrétiens pour pouvoir initier les travaux de la charpente que nous venions de fixer. Même si nous n'avons pas encore fini, nous continuons aussi avec les efforts aussi de l'abbé Dieudonné à pouvoir rassembler aussi certains matériels qui nous manquent. Et jusqu'aujourd'hui, nous louons les efforts des uns et des autres pour la construction de cette église. Parce que Tchassi étant éloigné de la paroisse de Kachofu, il nous arrive parfois de venir passer la nuit ici à Tchassi et cela nous cause aussi des problèmes. Si vous regardez ici à côté, la maison qui héberge les prêtres, dans laquelle nous passons la nuit, vous pouvez vous imaginer combien la tâche nous est un peu difficile. La pastorale est quasiment peut-être impossible à réaliser. C'est construit à briques adobe avec les tôles légères, déjà en ruille. Quand il pleut, c'est un problème. On ne sait même pas s'il y a un matelas. Parfois, on est obligé de se déplacer avec un petit matelas pour ne pas se casser les dos parce que le travail est intense. Le travail que nous faisons ici va devoir continuer puisque en face de nous, nous avons un grand terrain où nous pensons dans les jours à venir pouvoir construire une maison, un presbytère que vous verrez aussi dans les photos. Parce que pendant les temps forts, nous sommes parfois obligés de venir passer la nuit, faire 2 ou 3 jours, voir comment fonctionne la chapelle, mais aussi l'école. Nous pensons qu'après avoir construit le presbytère, la maison qui pourrait abriter les prêtres, nous devrions aussi songer déjà à la construction d'une bonne école. Parce que celle que vous voyez en face de nous, c'est une vieille école, ça n'a pas d'éclairage, les tôles déjà en ruille, ça n'a pas de pavement. Et là, nous pensons construire aussi une école moderne si les moyens nous le permettent, mais si les amis aussi continuent à nous soutenir.
7. Ok. Voilà, nous sommes déjà à l'intérieur de notre chapelle en construction, bien sûr. Elle est longue de 27 mètres. La largeur est de 9 mètres. Nous avons déjà fixé la charpente. Il nous reste à y mettre des tôles, 220 tôles. Et nous pensons que ça va aller parce que c'est l'œuvre de Dieu. L'ensemble des tôles pourrait nous coûter autour de 4 000 $. Mais nous savons qu'avec la bonne volonté de nos chrétiens, la sensibilisation malgré leur pauvreté, avec aussi l'attention soutenue de nos bienfaiteurs, nous allons arriver à Noël. Si pas à Noël, nous allons quand même réussir à pouvoir y mettre des tôles. Et après, nous pourrions commencer d'autres travaux de finissage. Nous allons d'abord demander aux chrétiens d'arranger, niveler les terrains. Nous allons acheter aussi des moellons, des pierres pour pouvoir faire les sous-pavements. Et après, nous allons chaper avec ciment mélangé au sable. Et puis, si tout va bien, nous allons lisser avec le ciment. Mais si on avait des moyens, pourquoi pas mettre des carreaux. Une église complète, c'est sûr, après les pavements, on doit y mettre les équipements, les chaises, les armoires, construction de l'autel, les tabernacles, pourquoi pas les clochers, et la sonorisation, c'est sûr, et ainsi de suite. Nous aurons besoin même des objets liturgiques, les ornements, les calices, les ciboires, ainsi de suite. Les portes, les fenêtres et même la fixation de ces derniers, c'est déjà un acquis parce que nous avons déjà passé la commande et nous attendons la livraison pour pouvoir commencer directement à fixer. Et donc nous pensons fixer les portes, les fenêtres, justement après avoir fixé les tôles. Merci. Les autres activités que nous accomplissons au sein de notre association Action solidaire pour le développement intégré à Idjwi, pour essayer de montrer comment, à la prière qui est faite dans la chapelle en construction, il y a aussi les activités pour améliorer les conditions de vie des populations parce que personne ne les fait sans cette population elle-même et nous qui essayons d'attirer les amis et les bienfaiteurs pour changer leur sort. Les écoles, nous avons une école qui est à côté de la chapelle, l'école primaire de Tchassi. Une vieille école qui date des années 30. Moi-même, j'y ai étudié il y a 40 ans, mais cette école n'a pas beaucoup changé parce que depuis une trentaine d'années, le gouvernement congolais s'est totalement désengagé du suivi de l'éducation. Et à ce titre, les parents eux-mêmes payent déjà les enseignants. Les frais scolaires sont payés par les parents, mais aussi des honoraires pour payer les enseignants. Et ce sont les parents qui se cotisent pour construire des salles de classe. Et comme ils n'ont pas du travail, c'est vraiment un cercle vicieux dans lequel nous vivons. Ainsi, nous envisageons de construire une nouvelle classe, un nouveau bâtiment de 6 classes. Mais pour le moment, nous n'avons pas les moyens, mais nous avons déjà fait établir des plans. Et ils peuvent permettre aux enfants de bien étudier parce que l'actuel bâtiment ne répond plus aux normes. Non simplement, il a fait son temps, mais aussi il est mal éclairé. Et quand il pleut, les élèves ne savent plus suivre les leçons parce que tous les bruits retombent sur des tôles qui sont déjà trouées aussi à cause de la vétusté. Ainsi, nous œuvrons donc dans notre organisation pour améliorer les conditions d'études des enfants dans des écoles. Nous vous montrerons donc une des écoles qui est située à côté de la chapelle pour laquelle nous avons sollicité votre générosité. Notre organisation aussi intervient dans l'appui au centre de santé
où la population insulaire d'Idjouï s'est fait soigner. C'est des structures médicales qui sont vraiment lacunaires, qui n'ont pas beaucoup d'équipements. Nous intervenons de temps en temps avec un peu de médicaments que nous pouvons avoir grâce aux dons que des gens nous donnent pour aider un peu les centres de santé, les équipements de matelas, l'un ou l'autre appareil. Et donc nous avons envie d'agrandir ce centre de santé parce que c'est les lieux où se font soigner une population d'environ 20 000 personnes, mais qui est en mauvais état parce qu'il est sous-équipé et il est aussi exigu. Nous voulions construire plus de salles et installer des lits pour accueillir des malades, mais là aussi c'est un défi permanent. Et l'infirmier responsable de ce centre de santé lui-même explique un peu les joies et les peines qu'ils vivent dans ce centre de santé. Le centre de santé évolue dans l'autofinancement. C'est avec le paie que les malades payent les soins, ce qui nous aide aussi à faire fonctionner la structure. Et c'est ça la grande difficulté que nous avons parce que, vu les coûts de vie de la population, s'il faut acheter un drap, là nous recourons aussi au paiement de ces paisibles malades. S'il faut acheter du savon, s'il faut payer les agents, s'il faut faire tout ce que vous voyez ici, c'est l'autofinancement. Donc, à part l'autofinancement, nous évoluons dans un système là forfaitaire. Le coût forfaitaire, vous verrez qu'un malade qui paye autour de 2000 francs les soins, et fois combien de malades, on ne sait pas vraiment évoluer tel qu'on les souhaiterait. Et c'est comme ça que vous verrez que dans différents services, il y a encore des matériels qui manquent. Quand vous allez entrer dans l'observation ici, vous verrez que nous avons encore des matelas qui sont vétustes, des draps qui nécessitent un renforcement bien sûr. Et au niveau de la prise en charge, vous verrez que notre laboratoire ne fonctionne pas ces derniers temps comme il se devait parce qu'il y a un problème de santé. Donc il y a un problème de microscope. Donc notre microscope est tombé en panne. Et c'est comme ça que nous avons vraiment un problème quant aux examens de labo. Et c'est comme ça que nous continuons toujours à faire des plaidoyers. Peut-être Dieu aidant, on pourrait voir un bienfaiteur qui pourrait nous venir en aide. Par rapport à la maternité, vous verrez que la capacité d'accueil est trop minime. Nous avons, c'est vrai, la salle post-partum, mais au moins l'antépartum, les femmes doivent attendre qu'elles accouchent, pose encore problème. Nous n'avons pas un espace là considérable. Notre vision était que si on avait un bienfaiteur, on allait élargir les bâtiments là pour avoir au moins une grande salle qui pourrait accueillir ces femmes, puisque nous sommes autour de 50, entre 50 et 60 accouchements le mois. Et c'est une bonne chose. Et à part ça, vous verrez que nos deux postes de santé là éprouvent aussi des difficultés quant au matériel, et surtout les draps, surtout les matelas. Les lits, vous verrez que nous sommes en train de chasser les lits en bois, puisque ce sont des lits qui ne sont plus adaptés aujourd'hui. Nous avons commencé avec l'achat de quelques lits métalliques, mais avec l'autofinancement tel que je venais de le dire, on ne parvient pas vraiment à satisfaire nos besoins tels qu'il se pourrait. Nous avons un grand problème, une grande difficulté, c'est par rapport à la gestion de déchets biomédicaux. Et vous verrez que nous n'avons pas un trou à placenta en bon état. Là, c'est parmi aussi nos perspectives d'avenir. Si on pouvait avoir qui nous appuyait, on pouvait déjà construire un trou à placenta qui va recevoir tous ces placentas là et bien les disposer là-bas. Par rapport aux installations hygiéniques, notre incinérateur en tout cas a été très mal construit. Et aujourd'hui, nous prétendons construire un autre, mais les moyens fait défaut. Jusque-là, nous avons seulement des installations hygiéniques en matière de latrines et des douches qui restent encore insuffisantes.
si on pouvait déjà élargir et qu'on ait au moins 4 latrines, 4 douches, puisque vous verrez que quand nous avons un afflux de malades, directement les malades restent au niveau de la file d'attente, en train d'attendre, soit qui est entré dans la douche, qui est entré dans la toilette, et ça prouve un problème très sérieux. Quand vous constatez par rapport aussi à la cuisine, oui, elle est là, mais ça reste à désirer. Ça reste à désirer, puisque nous avons aussi des malades qui viennent de lointain, dans d'autres aires de santé telles que Mouhiahia, telles que Mafula, et que chez eux, ils ont difficile à les apporter à manger. Donc, si on avait une cuisine là qui remplit les conditions, facilement les malades peuvent préparer quoi manger là. Les gardes malades peuvent préparer quoi manger là, en termes de bouillie, en termes de nourriture et autres. C'est un peu ça. Plus quant à l'énergie solaire, puisque nous l'utilisons pour garder les vaccins et autres, vous verrez que c'est le même courant, donc le même courant qui nous sert aussi pour l'installation, donc l'éclairage dans les salles. C'est pourquoi je vous ai dit que nous avons un problème de l'électricité. Donc si on peut renforcer beaucoup plus avec des panneaux solaires et batteries, et qu'on sépare donc l'alimentation qui va vers les frigos et l'alimentation qui va vers d'autres chambres. Les maladies qui sont souvent traitées dans ces milieux, c'est la malaria, due à la piqûre des moustiques et anopheles, mais il y a aussi des grippes, il y a aussi des maladies comme les diarrhées, mais celles-là sont en train d'être vidées grâce à l'autre projet qu'assure notre association, le projet de l'eau potable. Il y a une vingtaine d'années, les maladies d'origine hydrique, communément appelées ici la dysenterie bacillaire, le choléra, avaient décimé près de 50 000 personnes dans cette île. Tout ça parce que le problème de l'eau potable s'est posé avec acuité. Alors, nous avons entrepris depuis les années 2000 à élaborer des projets. Et le grand projet qui a permis à éradiquer ces maladies, c'est un projet que nous avons élaboré, une adduction d'eau potable qui couvre 20 km², qui avait été financé par le comité international de la Croix-Rouge de Genève en Suisse. Et aujourd'hui, ce sont maintenant d'autres villages qui réclament que nous puissions aussi leur faire bénéficier de cette eau potable qui a fait tant de bien à cette population jadis touchée par les épidémies de choléra et de dysenterie bacillaire. Nous avons vu qu'avec l'eau potable, c'est toute la population qui change de niveau de vie parce que l'eau est maintenant suivie, elle est entretenue parce que nous mettons du chlore pour la nettoyer, tuer tous les germes, tout ce qui peut créer de la verminose. Mais nous nous rendons compte qu'aussi dans les maisons, dans les familles, les conditions de vie s'améliorent aussi parce que la maman a suffisamment d'eau pour nettoyer les ustensiles de cuisine, même pour la toilette, l'hygiène de la famille. Tout le monde peut se laver à l'eau puisée à cette borne fontaine. Donc voilà, c'est un effet positif. Nous sommes en train de vouloir continuer d'autres projets, mais là aussi, on a besoin des appuis. Vous allez voir dans un réservoir de 45 mètres cubes qui est vraiment une réalisation type que nous avons réalisée en 2002 et qui permet encore de donner de l'eau potable aux populations environnantes. Nous les réalisons par des adductions gravitaires, donc nous captons des sources au-dessus des montagnes et alors avec des tuyaux en PVC, en plastique que nous achetons sur les marchés, nous arrivons à ramener cette eau vers des réservoirs et puis nous assurons maintenant la distribution dans les villages pour que on construit des bornes fontaines. Nous n'avons pas les moyens de nous payer la distribution maison par maison parce que ça coûte trop cher, mais c'est ça l'idéal. Mais nous faisons des bornes fontaines où on invite tous les villages qui vont puiser cette borne fontaine de pouvoir l'entretenir et de la gérer avec responsabilité pour que les gens aient de l'eau sans abîmer les robinets, sans abîmer ceci et cela,
en mettant aussi tous les soins requis autour de la borne fontaine. C'est ainsi que, avec cette eau potable qui est là depuis plus de 20 ans, les maladies d'origine hydrique, le choléra, les dysenteries bacillaires et d'autres maladies des mains sales comme la gale est en train de reculer. Et nous voulons donc étendre cette activité en créant d'autres réservoirs, d'autres adductions d'eau potable, si nous en avons les moyens, pour que d'autres villages bénéficient de cette eau qui améliore la santé de la population. Parmi les misères que connaît aussi l'île d'Idjoué, encore une fois, nous avons aussi les problèmes d'électricité. Je vous ai dit que cette île n'est connectée à aucun secteur public. La RDC a beaucoup de possibilités d'électrification, mais l'État, comme il est défaillant, ainsi pas inexistant, la population n'est pas servie. Et c'est de l'île d'Idjoué qui est enclavée parce qu'elle vit dans une île et n'a pas accès à l'électricité depuis la nuit des temps. Ceux qui ont les moyens ont commencé à installer des petites centrales solaires parce que nous sommes sur l'équateur. Il y a beaucoup de soleil ici et beaucoup de pluie. Je vous ai dit qu'il y a 9 mois de pluie. Et un modèle que nous avons trouvé excellent a été mis en place dans la partie nord de l'île à travers une société qui s'appelle Equatorial Power qui alimente 308 maisons. 308 maisons. Et dans son installation, elle produit 20 kWh de puissance de la centrale solaire. Elle réalise cela avec 62 panneaux solaires de 320 watts par panneau. 308 ménages sont ainsi servis. Et cette centrale solaire a 4 boxes de batteries en lithium, 2 convertisseurs de 10 kVA qui permet donc de réguler cette énergie produite par ces 62 panneaux solaires pour produire une puissance maximale de 20 kWh et qui permet d'alimenter 308 maisons. 308 maisons avec une moyenne de 6 personnes, 6 enfants ou 8. Vous comprenez que c'est une bonne partie de cette entité visée qui a accès à l'électricité. Nous aussi, si nous avons la possibilité d'avoir les mêmes matériels, nous pouvons donc alimenter des villages pour que nous ayons le droit, nous ayons accès à l'énergie dans les maisons des gens. Ils sont courageux, la population se débrouille en construisant des maisons en briques, mais avoir accès à l'électricité, c'est très compliqué. Même pour faire la cuisine, ils utilisent le bois. Ils ont déboisé toute l'île. Il y avait une réserve qui s'appelle Nyamoussissi, qui a été déboisée au milieu de l'île. Et tout ça par recherche de sources d'énergie. Et maintenant, si des gens de bonne volonté peuvent nous aider aussi à avoir des centrales solaires, comme celle dont je viens de vous décrire les éléments. Donc, 62 panneaux solaires de 320 watts et produire une puissance de 20 kVA et avoir aussi des batteries pour accumuler cette énergie et avoir aussi des convertisseurs, nous pourrions aussi faire des miracles pour notre population qui ne peut plus compter sur l'État parce qu'il n'est pas là pour le bonheur de cette population-là. Et l'avantage de cette électricité, c'est que nous allons faire mieux passer la campagne de reboisement. Vous voyez, aujourd'hui, on parle de réchauffement climatique. On dit que l'Afrique subit des effets de ces réchauffements climatiques, alors qu'elle n'émet pas beaucoup de gaz à effet de serre. Donc, ça serait une énergie non renouvelable. Et les énergies solaires, c'est vraiment une énergie propre, une énergie qui ne détruit pas l'environnement. Et comme il y a beaucoup de soleil à l'île, cela permettra au niveau des familles donc d'organiser les temps, même l'étude des enfants le soir. Les gens dorment à 19h parce que dès que la nuit tombe, ils n'ont pas d'énergie chez eux, ils ne peuvent qu'aller dormir. Mais aussi les élèves pourraient étudier le soir grâce à l'énergie, mais faire aussi d'autres activités
qui aiderait à sortir de la pauvreté endémique qui est la population vit ici. Et en cela, nous allons vraiment avancer un peu. Après avoir parlé du bienfait que procurerait l'accès à l'énergie, même solaire, à la population insulaire d'Idjwi, nous en venons maintenant à vous parler de la malnutrition sévère qui atteint les 80% des enfants en âge scolaire ici à l'île d'Idjwi. Plusieurs enfants sont mal nourris parce que l'île qui était très fertile depuis des années, à cause des guerres qui se passent dans les alentours de grandes villes comme Bukavu et Goma, l'île a été obligée de fournir les plus d'efforts pour nourrir ces villes-là parce qu'il n'y a pas d'insécurité à l'île. Comme elle est isolée dans les eaux du lac, les rebelles et les mouvements des rebelles ne viennent pas s'installer. La population d'Idjwi étant très jalouse de sa sécurité. La population des Bahavu qui habite sur l'île est la seule de la région ici qui n'a pas de milice armée. Et notre organisation Action Solidaire pour le Développement Intégré essaie de temps en temps, quand elle en a les moyens, de fabriquer un repas spécial, une sorte de polenta, donc une série de farines mêlées. Il y a d'abord la farine de sorgho, une céréale qu'on produit localement. Il y a aussi la farine de soja qui est très nutritive. Il y a aussi la farine de maïs. Et à ces trois farines-là, nous mêlons encore du lait, du nido, donc du lait séché, mais qui est vraiment vendu, fabriqué de manière industrielle et importé d'ailleurs. Et enfin, nous y mettons du sucre. Ce cumul d'énergie permet aux enfants de récupérer tout doucement et ils arrivent à améliorer leur santé. Mais malheureusement, nous n'arrivons pas à donner cette polenta, cet aliment, cette bouillie comme nous l'appelons ici, aux enfants régulièrement parce que nous n'avons pas de moyens. Au départ, nous avons commencé par un groupe de 50 enfants. Mais les jours où il fallait préparer cette polenta pour les 50 enfants, nous avons reçu plutôt 500 enfants, tous affamés, qui venaient réclamer qu'on leur donne aussi une part. Alors nous avons dû tripler les quantités de ce que nous prévoyons donner en 3 tours aux enfants. Et c'est une activité qui attire beaucoup d'enfants, même leurs parents qui sont aussi affamés. Ils viennent demander aussi qu'on leur donne de cet aliment qui est nutritif et qui permet de récupérer des vitamines. Et on a pu donner à chaque enfant 2 gobelets remplis. Ils les prenaient l'un après l'autre pour leur permettre d'accumuler quelques énergies dans le corps. Nous aurions voulu aussi que cette activité-là puisse être permanente, donc se faire chaque jour, pour permettre de suivre les enfants qui sont malades, mais les ressources, nous n'en avons pas. Et donc, s'il y a des amis parmi vous qui voudraient s'occuper spécialement de cette question des enfants mal nourris, appuyer un peu la nutrition, appuyer un peu par des moyens pour nous procurer ces farines-là ou bien simplement donner des petites rations dans des maisons, dans des familles, cela permettrait aussi d'aider ces enfants dont nous voulons qu'ils soient bien, qu'ils soient forts, qu'ils aient des vitamines et assez de force pour pouvoir suivre leur scolarisation. Et à côté de cette activité de nutrition pour les enfants, nous avons ajouté aussi une autre activité, c'est la prise en charge des personnes du 3e âge. Ces personnes-là ne savent pas mendier parce que la plupart des gens sont aussi pauvres, mais aussi c'est très déshonorant pour eux. C'est ainsi que nous avons conçu un autre projet pour faire des repas collectifs et donner à chacune de ces personnes-là un plat. Là-bas, parce que c'était un plat de haricots et un plat de riz que nous leur avons donné pour manger et au moins se rassasier. Ce sont des activités qui se sont suivies, donc nourrir les enfants en âge de scolarité qui ont la malnutrition, mais aussi les personnes du 3e âge, tout cela pour essayer de leur éviter les maladies qu'ils contractent à cause de la malnutrition sévère qui frappe aussi les adultes, mais aussi les enfants, et leur donner aussi espoir dans un Congo en proie aux guerres, aux violences, et où l'État, les gens se remplissent les poches et ne pensent pas aux pauvres et aux démunis. Voilà un peu ce que nous faisons dans ce secteur pour lutter contre la malnutrition.
Après tout ce que je vous ai dit concernant les activités que mène notre association, nous pouvons conclure en disant que notre attention particulière, celle de notre association, Action solidaire pour le développement intégré, une association qui fonctionne comme une association sans but lucratif, un peu à la manière des associations de la loi 1901 de France, si je ne me trompe. Et nous vous disons que notre attention est vraiment focalisée sur les enfants. Vous savez que notre pays est en proie aux guerres, mais qui sont les conséquences d'une mauvaise gouvernance depuis de nombreuses années, depuis l'époque de Mobutu jusqu'à aujourd'hui. Et à l'heure où je vous parle, vous avez appris que de nouveau l'Est du Congo, dans la partie qui borde l'Ouganda et le Rwanda, est en guerre. Les pays voisins, eux, ils connaissent ces minéraux qui font les heureux dans notre pays, mais nous ne les connaissons pas. Et alors tout cela accentue la misère. Et pour préparer un peu les générations à venir, surtout les jeunes enfants qui sont victimes de toutes ces conséquences, nous voulons vraiment centrer notre attention sur les enfants. À l'école, par exemple, nous avons besoin de personnes de bonne volonté qui peuvent prendre en charge la scolarisation des enfants. Parce que ce sont les parents qui payent les frais de scolarité, ce sont eux qui payent aussi les salaires maigres des enseignants. Et donc, s'il se trouve des gens qui font des parrainages à distance, qui permettraient de payer des bons vêtements, des chaussures, sacs à dos et avoir peut-être accès à un petit repas pour renforcer les énergies des enfants, cela se ferait bien. Mais il y a aussi, donc, comme on vous a dit, la santé. S'il y en a qui veulent intervenir dans ce domaine-là de la santé pour appuyer les structures médicales, cela aussi ferait du bien. Ceux qui veulent appuyer le secteur de l'eau potable par la construction et l'aménagement des adductions d'eau potable, ceux qui veulent aussi lutter contre la malnutrition, tous ces secteurs-là, ils pourront aider la population à vivre bien dans cette île de 380 000 habitants, mais qui ne sont pas pris en charge nullement par les services publics. Et comme vous avez vu sur le lac des pirogues, nous sommes enclavés, nous n'avons même pas de bateau qui nous permet de rejoindre la ville de Bukavu ou de Goma. Les gens voyagent avec des pirogues motorisées qui sont très dangereuses en ce moment de pluie à cause de la surcharge, et des noyades sont déplorées chaque année, mais sans que rien ne puisse changer. Voilà donc, chers amis, maintenant nous allons vous laisser découvrir d'autres aspects de tous ces projets que je vous ai détaillés qu'accomplit notre organisation, et comptant sur votre générosité, mais aussi votre solidarité avec nos populations qui souffrent, nous pourrons toujours faire quelque chose et changer la réalité, changer la vie de beaucoup de gens. Vous êtes aussi les bienvenus quand vous voudrez venir ici en RDC, à l'est du Congo, pour venir voir un peu ce genre de projet que nous accompagnons. Pour partir de Paris, on peut prendre par exemple un vol Ethiopian Airlines qui est très bien, parce que c'est des avions qui circulent dans le monde entier. On part de Paris, on atterrit à Addis Abeba, et puis donc on part de Paris souvent à 23h ou bien vers minuit. Et le matin à 6h, on est à Addis Abeba. Et 3 heures après, on prend un autre vol jusqu'à Goma. Et de Goma, on prend un petit bateau qui vous amène sur l'île d'Idjui. Et on arrive directement à ces populations-là. Et on peut voir les différents projets. Vous avez vu par exemple comment, même pour construire la chapelle pour laquelle nous vous avons sensibilisé, les mamans et les hommes transportent le sable sur la tête et sur les dos des personnes, parce que nous n'avons pas de camions, nous n'avons pas de bennes pour transporter ce sable. Et tout donc c'est fait dans des conditions vraiment très difficiles, mais les gens, ils sont encouragés à pouvoir le faire, parce que celui qui ne veut rien faire, il ne peut aussi rien gagner. Voilà donc, nous allons vous laisser voir les différentes images des différents projets, notamment la chapelle pour laquelle le curé de la paroisse vous a expliqué l'historique des constructions, l'école pour laquelle je vous ai expliqué les conditions difficiles, mais aussi avec le projet de construire notre école, mais aussi le centre de santé qui est amélioré avec des infrastructures et équipements,
mais aussi les projets d'eau potable, les adductions d'eau symbolisées par un grand réservoir, mais aussi les projets pour réduire à néant la malnutrition chronique qui frappe les enfants, ainsi que les repas pour les personnes du 3e âge. Je vous reverrai bientôt parce que je dois encore passer à Paris pour une soutenance d'une thèse à l'université de Créteil. Et pour le reste, je vous salue, je salue vos familles, je salue les curés, je salue la paroisse, je salue les amis et un grand merci pour l'attention que vous accorderez à suivre cette vidéo que nous allons vous envoyer. Merci beaucoup. Votre ami, le Père Dieudonné Sanganya, Bukavu, île Idjwi, Est de la République démocratique du Congo. Merci beaucoup.